Cette émission vous est offerte par SAR Assurance Côte d'Ivoire. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En avril 2025, la République centrafricaine signe une convention historique avec le groupe indien Mahasakti, montant de l'accord près de 800 milliards de francs CFA, soit plus du double du budget national. Un partenariat hors norme destiné à transformer l'économie rurale à travers la production de canne à sucre, de manioc, d'éthanol et d'électricité. Une filière agroalimentaire complète intégrée avec des milliers d'emplois à la clé. À l'origine de ce projet, le président Faustin Archange Touadéra. L'ancien mathématicien devenu homme d'État s'est imposé comme une figure centrale sur la scène politique centrafricaine, dans un pays marqué par l'instabilité, les conflits armés et les défis de reconstruction. À 67 ans, le président Touadéra assume un positionnement stratégique entre partenariats renforcés avec la Russie, coopération dynamique avec le Rwanda, et redéfinition des liens historiques avec la France. Il milite pour une souveraineté africaine réaffirmée, tant sur le plan monétaire que sécuritaire. Dans ce numéro de Rendez-vous avec l'Afrique, Faustin Archange Touadéra nous reçoit pour revenir sur les grands enjeux. La signature du méga partenariat avec l'Inde, la présence russe en Centrafrique et l'éventualité de sa prochaine candidature à l'approche de la fin de son second mandat. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous avec l'Afrique. Madame, bonsoir, c'est un réel plaisir d'être ici en République centrafricaine, à Bangui, et comme annoncé, nous sommes avec son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, c'est bien sûr le président de la République. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Je tiens à vous remercier personnellement, parce qu'avec un emploi du temps de chef d'État, vous avez trouvé du temps pour nous accueillir. Merci beaucoup pour ça. Non, de toute façon, c'est des moments importants pour pouvoir communiquer et je trouve que il faut prendre un temps pour ça aussi. Surtout que vous n'avez pas beaucoup parlé en dehors de la Centrafrique ces derniers temps. Qu'est-ce qui justifie ce petit silence à un moment donné? On ne vous a pas beaucoup suivi, vous vous êtes concentré peut-être sur le travail d'abord? Oh, mais on ne peut pas toujours parler parce qu'il faut parler. C'est quand on a l'opportunité et quand il s'agit d'un sujet important qui nécessite que vous preniez la parole. Donc, en ce moment, on le fait. Mais nous le faisons aussi à l'extérieur, quand l'occasion se présente, dans les réunions, conférences, ou dans des interviews, comme bien sûr. Vous l'accordez maintenant. Donc, ces derniers temps, l'année 2025 est une année très importante pour la Centrafricaine, une année assez critique. Il faut se concentrer pour bien mener les différentes actions. Alors, Excellence, est-ce que ça vous intéresse de savoir ce que les autres pensent de vous, les autres Africains qui vous regardent? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Bien sûr, je dirais le contraire, c'est mentir. On a besoin d'avoir du feedback des actions que nous menons. Comment les autres apprécient et comment, surtout nos populations. Parce que quand vous travaillez, il faudrait qu'il y ait le retour que vous ressentez. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut corriger? On a toujours besoin de l'avis. On ne peut pas fonctionner comme ça sans pour autant. Parce que nous travaillons pour le peuple et on doit savoir c'est toujours intéressant de savoir quel est le retour. Qu'est-ce que pense la population de ce que nous sommes en train de faire. Alors, ça tombe bien parce que nous avons baladé nos micros dans quelques capitales africaines, y compris Bangui, justement, et vous allez écouter tout de suite ce que les gens pensent de vous et disent de vous, et nous revenons pour en parler. Voilà. Merci. Connaissez-vous ce monsieur? Faustin Archange Touadéra. Jean Faustin Archange Touadéra. Je ne le connais pas. C'est le président centrafricain, c'est Touadéra.
Le président centrafricain. Là, c'est Archange Touadéra, non? Le président de la Centrafrique. Je ne le connais pas. Son Excellence Faustin Archange Touadéra, le président de la Centrafrique. Oui, je reconnais la personne qui est sur la photo, c'est le président Archange Faustin Touadéra de Centrafrique. Non. Je connais très bien le président Archange Touadéra. Il s'agit du président Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine. Il est venu démocratiquement au pouvoir. Il a réussi à se départir du joug colonial français qui pesait sur son pays. Il a contourné l'embargo des armes qui pesait sur son pays. Il a libéré son pays de la dépendance du CFA, qui écrase les pays africains, les pays de l'Afrique centrale. Changer l'image du pays à travers les réformes qu'il est en train d'apporter, la reconstruction du pays, prendre un pays dans une situation pas possible avec la crise et faire ce qu'il est en train de faire. Je pense que le président Faustin Archange Touadéra est en train de bien faire. C'est un président qui a pas mal fréquenté aussi, qui a beaucoup de diplômes et de licences dans bon nombre de domaines d'activité scientifique. Un intellectuel, parce que sur le plan académique, c'est un enseignant de mathématiques. Faustin Archange Touadéra est un homme de 67 ans, homme d'État. Je ne l'appellerai pas homme politique parce qu'en réalité, il est universitaire de carrière, professeur agrégé de mathématiques, ancien recteur de l'université de Bangui. Le mathématicien, mais effectivement le professeur. Il est l'expression même de la Renaissance centrafricaine. Il a été élu démocratiquement par le peuple centrafricain. Je pense que c'était en 2016. Un jour, il est arrivé chez moi, je ne savais pas qui il était. Il s'est mis à causer avec moi simplement. Après, il s'est échangé, il a essayé les habits, il m'a dit c'est combien. J'ai dit ça, c'est 45 000, c'est pas trop cher, on ne peut pas discuter. Bon, après, on a discuté, après, on s'est arrangé sur le prix. Après, quand il s'est habillé, on a rangé les habits. Quand il est parti, c'est là où on s'est gardé, comme il dit, pour qu'on sait qui c'est. C'est le président de la République centrafricaine qui a dit ah bon? C'est un homme qui a su porter à un haut degré de considération les aspirations du peuple centrafricain à la paix et au développement. Il a pu ramener la paix. Il y a la paix surtout dans la capitale Bangui. Les gens peuvent vaquer librement à leurs occupations, mais dans les arrière-pays, ce n'est pas du tout le cas. Il y a toujours les forces armées rebelles. Un homme qui est arrivé avec une certaine rupture, une certaine vision. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsqu'il a eu à prendre le pouvoir, il a trouvé le pays en état d'instabilité. Et il était question pour lui de réinstaurer non seulement l'autorité de l'État, mais établir une sécurité pour le peuple ou bien pour le territoire centrafricain. C'est vrai qu'il est en train de bien faire, mais il y a certaines parties qui n'est pas en train d'être améliorées en tout cas. Voir la situation sécuritaire dans les arrière-pays, la condition d'acquisition d'eau un peu centrafricaine, l'électricité. C'est bien pour le peuple centrafricain, mais c'est bien pour l'Afrique tout entière. C'est du panafricanisme. Grâce à lui, on est en train de voir certaines réalisations qui sont en train d'être achevées au niveau de la République centrafricaine. Où il a plus marqué les esprits, c'est en osant, ça veut dire en essayant de faire une rupture politique. Ça veut dire il a eu à tourner le dos à ses anciens coopérants et que nous connaissons très bien, la France. La France nous piétine, la France prend nos biens, s'accapare de nos biens et nous fait chanter. Donc vraiment, pour Touadéra, je suis son idole. Il se bat parce que la situation n'est pas du tout facile. La Centrafrique, c'est un pays qui n'est pas riche, c'est un pays qui a connu beaucoup d'instabilité, beaucoup de guerres civiles. Donc il faut se battre contre des mouvements armés tout le temps. Et puis ce n'est pas évident. Mais je l'encourage parce que déjà le point positif, c'est qu'il a été réélu. Ça veut dire qu'il fait du bon travail. Si je prends sur le cas sécuritaire par exemple, il a permis une percée des Russes en Afrique centrale. Mais également, on va se rendre compte qu'il a aussi ouvert une coopération avec les Américains. Donc, il est quitté de cet enfant béni oui pour dire que non, le peuple centrafricain revendique sa souveraineté. Je l'appréciais beaucoup, on va dire, quand il a essayé un peu de mener une sorte de petite révolution en RCA.
Et les choses allaient un peu bien, mais depuis un certain moment, de mon point de vue, je pense que sa posture devient de plus en plus un peu confuse. D'autant plus que d'un côté, on le voit à l'Élysée, de l'autre côté, on le voit un peu en Russie et tout. Mais bon, il n'y a pas de problème. S'il peut diversifier le partenariat, il n'y a pas de souci. En politique, il faut toujours avoir des stratégies. Mais qu'il soit un peu prudent, qu'il essaie d'être plus clair, plus précis dans ce qu'il fait, parce que c'est toute l'Afrique qui le regarde. Et il faut quand même qu'on se dise la vérité, la RCA a été un pays modèle, même avant les 3 pays de l'AES. Parce qu'ils ont été les premiers vraiment à vouloir un peu s'opposer à l'armée française, etc. Et tout. Donc, qu'il essaie un peu d'être plus clair dans sa façon de faire. Je ne vois plus que des Centrafricains qui étaient ici au Cameroun se plaindre. Et beaucoup de Centrafricains que je connaissais sont rentrés chez eux parce qu'ils ont dit que là-bas, il y a la paix. La paix est revenue en Centrafrique. Je pense que son action est une action qui est positive pour la Centrafrique, dans le sens où il permet, de par sa longévité au pouvoir, la stabilité du pays. Il est à son second mandat aujourd'hui, et ce qui fait qu'effectivement, ça permet à la Centrafrique d'être stable. Il a introduit le Bitcoin, qui est une deuxième monnaie d'échange en Centrafrique. Le Bitcoin, oui, c'est une monnaie, mais je ne peux pas vous dire qu'elle puisse être puissante ou imposée. Tout ce qu'il fait aussi, ça nous plaît et on le soutient aussi. C'est toute l'Afrique qui est derrière lui. Alors, de retour sur ce plateau Excellence, quand vous écoutez les gens dire des choses, j'ai envie de dire positives, et je tiens à préciser que nous n'avons pas triché, nous laissons les gens parler librement, qu'est-ce que cela vous inspire? Bien, je vois qu'il y a des encouragements, de voir que nous sommes sur la bonne trajectoire et qu'il faut poursuivre, mais il y a aussi des besoins de mieux faire, et que surtout pour certains de nos compatriotes qui pensent qu'il y a des choses à faire. J'ai écouté une dame qui dit ouais, mais à Bangui ça va, mais encore dans l'arrière-pays il y a des difficultés sur lesquelles il faut travailler. Elle parlait notamment de la sécurité. Aujourd'hui, les gens disent que Bangui est l'une des capitales les plus sécurisées, du moins en Afrique centrale. Mais les Centrafricains que nous avons rencontrés confirment. Mais certains disent qu'il y a encore du travail à faire dans l'arrière-pays. Est-ce que c'est le sentiment du président de la République? Non, je vois qu'il y a encore du travail. Donc on a beaucoup travaillé sur la sécurité parce que nous avons connu des moments très, très, très difficiles. Et je crois que pour l'histoire de la République centrafricaine, c'est l'histoire la plus sombre. Depuis 2013 jusqu'à 2016. Et après, c'est quand même assez difficile. Nous étions obligés de travailler pour rassurer, sécuriser, faire en sorte que le peuple centrafricain puisse être à l'aise chez lui, ou ceux qui veulent vivre ici soient à l'aise, aller, venir dans leur déplacement. C'est vrai, nous avons beaucoup travaillé sur la sécurité, nous avons beaucoup travaillé aussi sur le plan de retour de l'autorité de l'État dans l'arrière-pays. Mais il n'en demeure pas moins que dans certains coins de notre pays, surtout dans les zones minières, il y a encore des poches d'insécurité. Comme à Birao, par exemple. Bon, à Birao, vous savez que la Birao fait frontière avec le Soudan. Et au Soudan, en ce moment, il y a des conflits. Il y a un fratricide qui se déroule. Et quelquefois, il y a des incursions, des éléments, des groupes armés qui opèrent au Soudan. Et des fois, ils traversent la frontière. Et ça a été le cas récemment dont vous avez parlé. Mais nos forces, avec la MINUSCA, demandent à ces forces de repartir. Ils sont en dehors de leur territoire. D'accord. Alors, Excellence, une fois n'est pas coutume, commençons par parler économie. Récemment, le 15 avril, la signature d'un accord qu'on pourrait qualifier d'historique de plus d'1 milliard de dollars avec des partenaires indiens de Mahatashi Group pour la culture et la transformation de 2 denrées, le manioc et la canne à sucre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Excellence? Vous savez, la République centrafricaine est un pays qui est à vocation agricole. Et pratiquement l'ensemble de la population, l'activité principale, c'est l'agriculture. Mais jusqu'à l'heure, on n'a pas pu atteindre un niveau de production capable de pouvoir l'exporter et tout ça. Donc il nous faut changer.
à la fois ce que vous avez dit, le manioc et canne à sucre, ce sont des produits qui sont vraiment consommés en République centrafricaine. Et il y a des besoins. Et je voudrais profiter de votre micro pour remercier les partenaires avec qui le gouvernement a pu signer cet accord. Et nous espérons que cet accord, ce projet vont permettre d'entrer effectivement dans les faits. Nous avons confiance en ce sens. Mais cela va transformer véritablement la vie parce qu'il y aura des grandes cultures de manioc. Eh ben, vous savez que le manioc est utilisé dans beaucoup de choses, bien sûr, en termes d'amidon et tout ça. Mais ici, le peuple centrafricain consomme aussi du manioc. Et le type, l'espèce de manioc qui sera cultivée, c'est cette espèce assez pour permettre à la bonne consommation. Et je crois qu'au bénéfice du peuple. Et le canne à sucre, évidemment, c'est très important que nous puissions. Et on a de la terre pour ça. Bien sûr. On a beaucoup de terre, plus de 15 millions de terres arables. Et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a que peut-être 1% qui est utilisé. Souvent une agriculture de subsistance. Donc, là, on entre vraiment dans de l'agro-business. Absolument, absolument. Et il faudrait que nous fassions ce pas-là, ce basculement. Et puis ça sert aussi d'exemple pour d'autres agriculteurs, d'autres partenaires pour venir en République centrafricaine développer des cultures de ce type. Alors, ce qu'on a remarqué, Excellence, c'est que ça ne s'arrête pas seulement à la culture, mais il y a un volet très important sur la transformation. Et d'après les documents à notre disposition, cela va permettre également de produire de l'énergie. Est-ce que vous confirmez cela? Bien sûr, parce que nous n'allons pas regarder que produire, exporter. Je vous ai dit qu'il y a la production de l'amidon, il y a de la production aussi de l'alcool pour justement l'énergie et la transformation. C'est-à-dire que, en fait, nous ne devons pas rester dans les... Il faut aller au-delà. Au-delà. Hein. Transformer, créer de la plus-value. Alors, peut-être dernière question sur ce point. Moi, j'ai envie de savoir d'où vous êtes venu cette idée, parce que elle est suffisamment révolutionnaire, autant par le montant, parce qu'on parle là d'un montant qui est 2 fois supérieur au budget de votre pays. Comment est-ce que vous avez décidé de prendre ce pari-là? Nous avons trouvé des partenaires qui ont voulu aussi jouer le jeu avec nous, parce qu'il y a aussi les intérêts, et ils pensent que c'est possible, à la fois pour permettre au peuple centrafricain de se développer, de montrer qu'il y a de la possibilité, des potentialités en République centrafricaine, et qu'ils peuvent gagner de l'argent. En même temps, le gouvernement voudrait que, pour la République centrafricaine, qu'il y ait le type de ce projet pour diversifier notre économie, pouvoir exporter des produits presque finis. Je crois que c'est important. Alors, j'ai remarqué que vous avez dans cette convention pensé au peuple centrafricain, parce que je vois que les Indiens qui viennent, ils viennent avec des fonds, ils viennent investir, ils auront des plantations, mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans la convention, il est prévu que les cultivateurs centrafricains aient eux-mêmes des plantations à hauteur de 5 hectares, par exemple, qui vont être eux-mêmes des producteurs. Effectivement, parce que nos partenaires viennent avec de la technologie, avec des compétences. Nos cultivateurs doivent bénéficier de cela. Et pour ça, il faudrait qu'on ait des exemples. Il faudrait que nos partenaires puissent les inciter, leur apporter la technologie et les connaissances pour leur permettre de développer cette activité avec de meilleures conditions de rentabilité. En fait, on va retenir que les Centrafricains vont en bénéficier parce que le chiffre donne... C'est l'objectif, c'est l'objectif. En termes de création d'emplois, on parle de plus de 20 000 emplois qui vont être créés à travers un projet pareil. Et oui, absolument, nous essayons à travers ça de booster vraiment l'emploi dans le pays. Et vous savez que beaucoup de nos jeunes aujourd'hui sont au chômage, recherche de l'emploi, mais voilà, si on arrive à implémenter ce projet, beaucoup de gens, que des ingénieurs à différents niveaux, peuvent
peuvent trouver du travail. En tout cas, merci Excellence. Nous allons suivre. Vous savez, nous les médias, on va suivre. On a vu la signature, on a vu tout ce que cela suscite comme engouement. Maintenant, nous, on va suivre la mise en œuvre parce que le peuple centrafricain a tant besoin de ce projet. Oui, bon, c'est bien beau de signer, voilà. Mais encore autre chose, c'est de voir comment ça se matérialise. Donc, pour moi, c'est le plus important, c'est de voir comment on va implémenter ce projet. Voilà, on va suivre ça de près. D'accord, Excellence. Alors, parlons d'autre chose, peut-être en restant toujours dans le volet économique. Vous avez reçu récemment le vice-président de la Guinée équatoriale qui est venu ici pour échanger avec vous sur la possibilité de voir comment effectivement utiliser la voie maritime de ce pays-là pour vos pays. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui a justifié ce rapprochement avec la Guinée équatoriale? Ben, de toute façon, avec la Guinée équatoriale, c'est un pays de la sous-région, c'est un pays frère. Nous sommes dans un espace économique, hein, notamment la CEMAC, et on a de très très bonnes relations. Et donc c'est normal qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des visites de ce niveau. Et vous avez parlé de l'ouverture du port de Bata, et de démontrer qu'il y a possibilité que la République centrafricaine, qui est un pays enclavé, puisse avoir d'autres opportunités pour se ravitailler. Vous savez que nous avons le Partois-là, oui. Où nous nous approvisionnons. Il y a eu la dernière fois où, pendant la période avec les Séléka, cette voie était barrée et le pays était vraiment en difficulté d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, nous essayons de diversifier les sources d'approvisionnement, les voies d'accès des marchandises et des personnes. Il y a la voie d'eau sur laquelle nous essayons de travailler. Et aujourd'hui, demain, par exemple, je vais participer à l'ouverture du projet CD13, corridor qui va relier Pointe-Noire à Bangui. Donc, ce sont des projets intégrateurs qui permettent des échanges entre les pays. Alors, au même type que ce projet, il y a le port de Bata qui offre des possibilités à la République centrafricaine d'importer des produits à travers ce port-là. Alors, Excellence, vous nous rassurez que cela ne traduit pas une quelconque tension avec le Cameroun, parce que c'est comme ça que c'est interprété là-bas. La République centrafricaine a décidé, parce que pendant très longtemps, c'était le port de Douala qui était le port privilégié, c'était le Cameroun le passage obligé. Nous avons toujours apprécié la collaboration, le soutien du gouvernement camerounais à la République centrafricaine. Il y a eu des moments où on était en difficulté, on a demandé l'intervention et qui n'a pas manqué, et on est toujours bien traité, donc ce n'est pas vraiment ça. Mais il est tout à fait naturel que nous puissions, en tant que pays enclavé, puisse avoir d'autres voies pour l'approvisionnement. Donc ce n'est pas une... Excellence, est-ce que c'est pas un discours diplomatique de chef d'État? Ce n'est pas diplomatique. Moi qui suis diplomatique. originaire du Cameroun, on connaît un peu les tracasseries et tout ça là. Je pense que non, mais nous avons mis en place avec les... en ont été victimes. Donc. Mais les tracasseries, ce n'est pas seulement du côté camerounais, il y en a aussi de notre côté. On lutte contre les barrières illégales. Ce sont mais s'il y a des choses comme ça, je crois que nous travaillons avec les autorités camerounaises sur ça. Et on a toujours été satisfaits de leur action sur plusieurs dossiers que nous avons d'ailleurs traités il n'y a pas longtemps. D'accord, Excellence. Alors, avançons, vous avez effectué récemment une visite en Russie. J'aimerais quand même qu'on en parle, qui est devenu l'un de vos partenaires stratégiques, notamment en matière de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie de cette visite? Ça s'est bien passé déjà? Vous êtes satisfait? Oui, bien sûr. Sur l'invitation du président Poutine, je me suis rendu à Moscou. C'était l'occasion pour nous de passer en revue l'ensemble des relations entre la République centrafricaine et la Fédération de Russie. Il n'y a pas que le côté sécuritaire, mais il y a aussi les autres aspects de la vie entre deux nations. Nous avons passé en revue
sur le plan économique, sur le plan d'autres possibilités de coopération, peut-être aussi dans le domaine de l'agriculture, que d'autres aspects. Je crois que nous avons abordé globalement des sujets qui étaient à l'ordre du jour de notre rencontre. Et ça s'est très bien passé. Alors la coopération avec la Russie, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait? Parce que vous avez relevé tout à l'heure l'aspect sécuritaire qui a fait un grand bond en avant. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce nouveau partenariat et l'ancien? Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que le pays est plus stable? Je ne voudrais pas de comparaison. Nous travaillons, la République africaine est ouverte à tous les pays amis qui veulent coopérer avec nous. Et vous savez que nous sommes un pays en développement, on a besoin des uns des autres. Un pays seul ne peut pas tout nous apporter. Aujourd'hui, on coopère ici dans tel domaine, avec un autre pays on coopère, et je crois que nous sommes donné la liberté de pouvoir coopérer avec tous les pays amis qui souhaitent travailler avec nous. Donc, y compris la Fédération de Russie et d'autres. Mais ça ne veut pas dire que c'est contre ou bien... Non, je parle pas. On n'est pas dans cette... Excellence, on a déjà eu à avoir cet échange, vous vous souvenez bien, mais c'est mieux aujourd'hui qu'avant. Qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui qu'avant? La situation, par exemple, sécuritaire. Moi, nous avons un pays... oui, bon. Si vous appréciez ce qui se fait, c'est tant mieux. Mais il y a un changement et on peut pas. Mais on doit travailler, on ne peut pas toujours rester en arrière parce que il y a une demande forte de notre population. Et en tant que gouvernement, on doit travailler dans ce sens-là. Et c'est normal qu'on cherche à améliorer les conditions de nos populations. Donc, si on constate que les choses s'améliorent, eh bien, nous sommes satisfaits et on doit encore poursuivre. Vous avez dit au début de l'entretien aujourd'hui que, en passant, disons, quelques compatriotes centrafricains qui ont dit oui, ça se passe très bien, mais nous remarquons que dans l'arrière-pays, il y a encore des choses. Voilà. Donc, on doit continuer à travailler. Et je ne veux pas... notre souci, c'est l'amélioration constante de la vie de nos populations. Oui, enfin, on pose la question parce qu'avant, la RCA avait un autre partenaire, notamment dans le domaine sécuritaire. La France, vous n'êtes pas la nommer. C'est pour ça que les gens dans la rue font la comparaison. Donc vous comprenez bien qu'en tant que journaliste, je me dois de vous relayer ce qui se dit dans la rue. Non, vous n'allez pas me mettre dans ça. Je vous réponds clairement qu'aujourd'hui, en toute souveraineté, nous travaillons avec tous les États qui souhaitent travailler avec nous sur des sujets précis. Alors si les choses avancent, tant mieux. Alors, quelles sont les relations avec Paris, Monsieur le Président? Est-ce qu'on peut parler d'un réchauffement diplomatique? Parce qu'on vous a vu également en France récemment, alors que ça faisait un petit moment. Ça va, les tensions sont calmées avec Paris? Nous avons eu à travailler avec les autorités françaises. Nous avons une feuille de route dans le cadre de notre partenariat. Je crois que dans notre coopération, les choses se déroulent bien. On travaille. Par rapport à cette feuille de route, je crois que les choses se passent bien. Alors, Excellence, on va avancer, si vous permettez, dans cet entretien, toujours en restant un peu sur les relations internationales. On a parlé effectivement de la Russie, mais je me suis rendu compte ces quelques jours à Bangui qu'il y a aussi des partenaires chinois, si je ne m'abuse, qui sont notamment en train de travailler à l'aéroport, parce que je dois préciser que l'aéroport est en train d'être refait. Alors, comment ça se passe également avec notamment la Chine? C'est pour élever le fait que, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs partenaires, parce qu'il y a les Indiens dont on vient de parler, mais il y a également les Chinois qui sont là. Mais vous répondez vous-même à votre question. Donc, je pense que, je le répète, la République centrafricaine est ouverte à tous les pays amis ou à tous les partenaires qui veulent, qui souhaitent travailler avec nous dans l'intérêt mutuel de parties. Et si vous voyez, là, nous travaillons aussi avec la Chine, et dans bien d'autres domaines. Il n'y a pas longtemps, nous avons assisté à une cérémonie de réhabilitation de l'hôpital de l'Amitié, qui était un hôpital, qui était un don
du gouvernement chinois, du peuple chinois, et bien d'autres choses. Maintenant, il y a ce qui se fait entre États, ce qui se fait aussi entre les partenaires, c'est-à-dire les investisseurs, ceux qui viennent investir dans le pays et qui sont là. Donc, je pense que si vous avez noté qu'il y a des Chinois, donc, je pense que c'est ça, nous avons beaucoup de projets, parce que notre aéroport est quand même très ancien, et nous nous battons pour réhabiliter, améliorer aussi la sûreté et autres. Donc, on a réussi, grâce à la SECNA, à avoir maintenant aujourd'hui une tour de contrôle à la hauteur. Et aussi, on veut avoir l'aérogare vraiment du type. Je crois que nous avons des projets dans ce sens-là. Alors, vous êtes le président en exercice sortant de la CEMAC. J'avais hâte de vous rencontrer pour vous poser la question. Qu'est-ce qui bloque au niveau de la CEMAC? Parce que vous faites des grandes réunions, des grandes résolutions, notamment au niveau de la circulation des biens et des personnes, notamment, vous avez même parlé à Yaoundé de la question de la monnaie, mais rien ne bouge. Qu'est-ce qui ne va pas à la CEMAC? Non, ça bouge, mais peut-être pas à la hauteur de votre attente. Peut-être c'est ça, mais ça bouge. Mais vous savez que ce sont des grandes questions et que les chefs d'État, avec sagesse, travaillent sur ces questions-là pour garantir la stabilité. Il y a beaucoup de questions. C'est vrai que nous n'avançons pas comme on l'aurait souhaité, vrai, parce que comme on les l'aurait souhaité, sont impatientes. mais il y a un travail, un engagement. Moi, j'ai été à toutes ces conférences, je vois que l'ensemble des chefs d'État vraiment travaillent avec détermination pour que vraiment notre objectif au niveau de la CEMAC soit atteint. Et il y a des difficultés, mais il y a des engagements. Mais quelles sont ces difficultés, Excellence? Excusez-moi d'être un peu insistant, parce que quand vous dites que l'ensemble des chefs d'État travaillent avec détermination, on a un peu du mal à vous croire. Parce que s'ils travaillent autant, pourquoi il n'y a pas de résultat? La région ne fonctionne pas en autarcie qu'elle-même. Il y a aussi les rapports avec les autres. Hein, et tout ça, on doit tenir compte. N'oublions pas qu'il y a plusieurs organisations. Il y a la CEAC, il y a la CEMAC. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est vrai qu'il y a de l'inertie, mais la dernière fois, les chefs d'État ont décidé de pouvoir travailler pour qu'il y ait des avancées rapides pour satisfaire l'attente de nos populations. Est-ce qu'on pourra avoir des résultats dans les jours à venir? Je pense. Monsieur le Président, ça fait un moment qu'on nous dit « attendez, ça va venir » parce qu'on est obligé de faire la comparaison, par exemple, avec les autres zones, que ce soit la SADC, que ce soit même la CEDEAO qui a beaucoup de problèmes, et même l'AES aujourd'hui. On a l'impression que l'Afrique centrale... On n'a pas les mêmes réalités économiques et sociales. On ne peut pas dire comparativement ça, c'est vrai. Bon, au niveau de la région, on peut faire les comparaisons, mais nous avons nos réalités. Et nous avons aussi des difficultés qu'il faut tenir compte. C'est vrai qu'il y a cette aspiration vraiment de libre circulation, les objectifs de la CEMAC à atteindre, et c'est ce que nous faisons vraiment des progrès. Étape par étape. Oui, je pense que, et c'est plus rassurant, je crois que la manière dont les choses se passent, ça permet de garantir les pas que nous faisons, qu'il n'y ait pas de problème. D'accord. Alors, Excellence, on va venir un peu à la politique interne. Vous savez, vous l'avez dit tantôt, on est en 2025. C'est une année cruciale pour plusieurs pays africains, y compris le vôtre. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis un certain temps, vous qui avez toujours axé vos programmes vers les jeunes, vers les femmes, il y a des mouvements de jeunes et des femmes qui vous appellent à être un nouveau candidat. Et la seule réponse qu'on a eue de vous jusqu'à présent, c'est que vous répondrez le moment venu. Alors, est-ce que le moment est venu? Mais vous oubliez que moi, je suis chef d'État. Bien entendu. J'ai un mandat. Bon, de toute façon, je remercie, je suis sensible à ces mouvements, à ces marches. Je vois sur l'ensemble du territoire, les jeunes, parfois on m'appelle, non, il y a une marche, on va vous remettre un mémorandum. Bon, je suis là, disponible pour la population, mais ces choses-là, on doit les faire en tenant compte d'abord des règles en la matière, et je ne dois pas me précipiter pour donner des réponses en violant
un certain nombre de dispositions, je pense que c'est plus sage dans le contexte actuel. Mais le temps presse, Excellence. Le temps presse. Nous sommes déjà en avril. Oui. Ça va vite. Et les gens qui demandent cela, ils ont besoin de se préparer. Vous n'allez pas non plus les surprendre. Non, 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 non. Ils ne seront pas surpris. Ouais. Rassurez-vous, ils ne seront pas surpris au moment venu et idéalement choisi. À peu près quand ce moment venu? Peut-être pas aujourd'hui, j'aurais aimé avoir l'exclusivité, mais visiblement... Mais vous savez, quand on est candidat, d'abord, je suis candidat au nom je pourrais être candidat au nom de mon parti. Bien sûr. Hein, qui est une force politique, qui doit soutenir votre candidature. Je ne peux pas, comme ça, me lever pour dire, voilà, je suis candidat. Il se peut que dans notre mouvement, dans notre parti politique, il y ait d'autres choses. Donc, il y a un arbitrage à faire. Donc, il faut passer ces étapes. On ne se lève pas comme ça pour dire. Nous avons écouté. Je remercie et je suis sensible à ces marches, à ces demandes de mes compatriotes. Eh bien, même aussi ceux de mon parti, eh bien, ils écoutent, ils voient aussi, et ils doivent tenir compte de la position de la population. Mais le moment venu, la question, on mettra tout ça. La question, Excellence, c'est est-ce que vous avez envie d'y aller? Parce que c'est d'abord aussi une décision personnelle. Vous avez déjà fait 2 mandats. J'estime que c'est épuisant. Quand je vois, par exemple, le rythme de travail que vous avez par jour, est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous dites pas, je vais me reposer? Est-ce que vous avez l'envie? Je ne peux pas parler de repos en ce moment où j'ai le mandat du peuple. Ouais. Mon mandat finit en 2026, en mars 2026. Ouais. Nous sommes en 2025. Oui, c'est dans moins d'1 an, Excellence. Oui, et j'ai encore du temps pour travailler pour la population, donner le meilleur de moi-même. Donc ce n'est pas le moment de repos. On doit continuer à travailler, puisque si vous avez le mandat, vous avez la confiance du peuple, eh bien, ce n'est pas quelque chose de simple. Vous devriez travailler, vous regardez tout ce qui se passe. Vous êtes passé en interrogeant ses compatriotes. Les attentes sont énormes. Mais voilà. Alors, est-ce que je dois dormir? Non, je ne vous demande pas de dormir, voilà. Mais moi, je parlais de la suite, Excellence. Est-ce que vous avez envie de poursuivre après ce mandat? Ça, on verra, on fera le point globalement. Pas tout seul, avec les autres. Et puis, on pourra viser. Alors, pour sortir de cette émission, je veux vous faire écouter des messages des Africains, certains Africains. C'est assez bref, ils ont tenu à vous envoyer quelques messages et vous allez pouvoir réagir à ces messages-là. Je vous permets de les écouter. Si je peux donner un conseil, ça sera le cas de faire en sorte que sur tout l'étendue du territoire, qu'il y ait la paix. Je dirais d'abord que la plus grande partie des choses à faire, en premier lieu, c'est d'abord la sécurité. Mais, quelle paix? Est-ce que ce que nous voyons aujourd'hui en Centrafrique permet ou permettra au peuple centrafricain de pouvoir atteindre son développement? Continuer dans sa vision politique qui vise à rendre ce beau pays de plus encore agréable. L'une des choses d'État que j'admire le plus en Afrique, parce que vous avez réussi à contourner l'embargo des armes, vous avez réussi à signer les accords avec la puissance libérative qui est la Russie, qui est la Chine, qui mène une coopération gagnant-gagnant. Où en sont vos projets avec le panafricanisme? Il est bon d'abord. Et vous allez dans l'objectif où vous avez décidé d'atteindre. Et il faut aussi être plus proche de la population pour pouvoir comprendre ce dont ils ont besoin, les choses qu'ils ont besoin. Je sais que vous faites beaucoup, mais faites encore plus. Monsieur le Président, vous avez participé récemment aux États généraux de la CEMAC au Cameroun. J'aimerais savoir quelle est votre idée sur le franc CFA. Est-ce que vous pensez qu'une sortie du franc CFA est possible dans la zone CEMAC? Et comment est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être implémentée de votre regard de président de la Centrafrique? Sa détermination, avec tout ce qu'il fait, il met en action pour pouvoir soutenir sa population et qui cherche toutes sortes de solutions par rapport au chômage dans la population.
que cela puisse avancer et que ça soit à l'intérêt aussi de l'Afrique. Monsieur le Président, est-ce que vous avez pensé déjà un jour à rejoindre le bloc de l'AES ou encore vous voulez continuer à évoluer en solo? Diriger un pays qui est coupé en partie avec la rébellion de tous les côtés, c'est pas facile. Mais je crois qu'avec le temps, il est en train de réussir. Donc je peux lui demander de continuer l'œuvre qu'il est en train de faire en Centrafrique. Voilà, excellent. Vous avez vu, il y a beaucoup de messages d'encouragement. Il y a beaucoup de messages. Et j'ai vu aussi qu'il y a 3 questions. Première question, c'est le panafricanisme. Moi, je sais que vous vous réclamez de Barthélemy Buganda, qui était un panafricaniste convaincu, qui était l'un des chancres. On n'en parle pas toujours. Alors, quelle est votre approche du panafricanisme aujourd'hui? Non, écoutez, je crois que nous tous, nous travaillons pour qu'il y ait une intégration de l'Afrique, à travers les différentes instances, les forats où nous participons, il y a une volonté pour que l'Afrique s'affirme. Et que vous avez même écouté que même pour certains nombres de problèmes, on demande des solutions africaines aux problèmes africains. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le panafricanisme. Et nous faisons des projets intégrateurs. C'est pour qu'il y ait vraiment des échanges entre les pays africains. Et donc, autant de sujets qui, aujourd'hui, montrent que ce n'est le panafricanisme, que ce n'est pas théorique. Oui, mais c'est pratique. On a le sentiment qu'on commence à mettre ça en œuvre, pratiquement, dans les instances, dans les décisions, dans les projets et tout ça. Donc c'est ça qui est important. Vous allez voir la SLECAF, libre-échange dans les zones. Tout ça, ça montre ces actions-là. Alors, il y a un téléspectateur qui a posé une question sur l'AES. Est-ce qu'on peut imaginer la République centrafricaine rejoindre l'AES? Parce que finalement, vous avez les mêmes problèmes et vous avez le même discours. Vous avez beaucoup parlé de souveraineté, de respect de vos souverainetés. Quel est le regard que vous jetez sur cette organisation? Est-ce que c'est quelque chose qui... Je regarde ce qui se fait dans ces pays. Il y a des bonnes choses qui s'y font. Et tout dernièrement, j'ai dû visiter, à la faveur d'une soutenance de thèse, j'ai visité le Burkina Faso. Nous avons échangé avec le président sur beaucoup de sujets, mais une adhésion nécessite aussi l'engagement des institutions de la République. Et ces questions-là, on ne les aborde pas comme ça. Ah oui, mais est-ce qu'il y a une envie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous trotte? Parce que c'est aussi ça, une forme de panafricanisme, savoir se mettre ensemble et ne pas toujours agir de manière différente. Non, mais ce n'est pas sur votre plateau que je vais parler de ces questions-là. J'espérais pourtant. J'avais espoir pourtant. Non, vous savez que ces questions engagent pas seulement le président de la République, mais il y a, suivant notre constitution, engage certaines institutions de la République. Mais je retiens que ce n'est pas à exclure. Ce n'est pas une piste à exclure. Mais nous sommes déjà dans un espace économique et même politique. Nous avons ici la CEMAC, la CEAC et bien d'autres. Eh bien, on étudiera la possibilité. Voilà, ça n'est pas exclu que... Alors, dernière question du téléspectateur, c'était sur la question de la monnaie. Il a apporté un dessin, parce qu'on sait que la Centrafrique a toujours voulu avoir une monnaie, notamment au niveau de la crypto-monnaie. Il y a eu une première expérience et deuxième. Où est-ce qu'on en est avec cette question de la monnaie? Mais vous savez que c'est une réponse, la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, personne, aucun des pays au monde ne peut échapper à la crypto-monnaie. Donc, bon, à un moment donné, on en parle comme ça, parce que c'est tout nouveau, c'est un concept où il y a des doutes. Mais de plus en plus, les institutions, même financières, commencent à réfléchir à cela. Bien, on reproche à la République centrafricaine d'aller trop tôt, bien qu'on n'a pas les éléments de base. Mais je pense que ce que nous recherchons dans ça, c'est de pouvoir avoir des investisseurs
sans venir en Centrafrique, puissent investir dans nos projets. Et donc le projet en crypto que nous avons, c'est dans ce sens-là. C'est de pouvoir mobiliser des ressources à l'extérieur, parce que la Centrafricaine aujourd'hui est pauvre de partenaires. Et donc, pour ces projets, on a besoin de mobiliser des ressources. La crypto-monnaie est une voie pour mobiliser des ressources, financer nos projets à travers la tokenisation de certains nombres de nos ressources, des mines et autres. Voilà. Rassurer une fois pour tous les téléspectateurs, parce que je crois qu'il y a souvent une confusion. Les gens pensent que développer la crypto-monnaie comme vous souhaitez le faire veut dire renoncer au franc CFA. Est-ce que c'est ça? Non, nous sommes dans une zone et nous ne pouvons pas fonctionner en vase clos, que la Centrafricaine en tient compte. Mais il y a des atouts au regard de cette technologie, le blockchain. Il y a des possibilités de financement de notre économie, qui n'est pas contraire à être dans la CEMAC ou à avoir un espace monétaire commun. Ça n'exclut pas. Mais c'est à tort qu'on a voulu mener un débat en ce sens que opter pour la crypto-monnaie, c'est sortir de... Non, c'est complètement faux. En tout cas, de mon point de vue. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vu des arguments qui vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous avons une technologie. Le monde avance. Pourquoi on doit se fermer l'espace de réfléchir à trouver des voies, des solutions, ou même à être à l'avant-garde de certain nombre de choses? On ne doit pas être bloqué par le marché. Bon, il y a des gens qui ont voulu torpiller ce projet. On dit beaucoup de choses que la Centrafricaine veut sortir de là. Non. Nous voulons avoir des possibilités d'avoir des financements nouveaux pour nos projets ici. On ne peut pas nous empêcher ça. Et ça ne veut pas dire qu'on va sortir... C'est aussi ça, la souveraineté. On cherche des possibilités de développement. Alors, si on peut profiter de ces technologies, de profiter de l'espace que nous ouvrent les crypto-monnaies, pourquoi pas? D'accord. Alors, excellent, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je vais vous demander à présent de regarder vos caméras pour un mot de fin. Qu'est-ce que vous avez envie que les Africains qui nous ont suivis ce soir et qui vous suivent, j'insiste là-dessus, parce qu'en faisant le tour de l'Afrique, j'étais assez surpris de voir à quel point les Africains vous suivent et qui relèvent que vous êtes le premier chef d'État à avoir montré, notamment en Afrique francophone, qu'on pouvait changer de voie, qu'on pouvait changer de paradigme. Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent au sortir de cet entretien? Non, je ne vais pas forcément dans ce sens-là. J'ai écouté, j'ai regardé. Vous m'avez dit que vous n'avez pas triché au niveau de... Non, non, on a été assez transparent. Oui, et je suis intéressé de savoir ce que pensent les autres, dans les autres pays et aussi dans mon pays. Et c'est normal que quand on mène des actions, on veut savoir ce que les autres en pensent. C'est aussi un indicateur pour permettre de corriger ou bien d'avancer. Bon, j'espère que les téléspectateurs ont été satisfaits des quelques éléments de réponse que je leur ai donnés à travers vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonsoir à tous. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.